Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, manifestation de groupes de revendications politiques camerounais de la diaspora empêchés ce samedi 17 juillet à Genève. Comme en 2019, l'idée était de perturber le séjour du président Paul Biya, actuellement en voyage privé en Suisse. En Afrique du Sud, le dernier bilan officiel des violents incidents déclenchés après l'emprisonnement de l'ancien chef d'État Jacob Zuma fait état d'au moins 212 morts. Et au Sénégal, les autorités lancent le projet Hub minier régional. Objectif, faire du pays un centre de référence de services miniers en Afrique de l'Ouest. Mais tout d'abord, l'armée nationale somalienne a annoncé ce lundi 19 juillet que ses forces d'élite avaient tué 15 militants d'Al-Shabaab et blessé plusieurs autres dans la région méridionale de Djouba lors d'une opération spéciale. Le porte-parole de la SNA, Ali Hachi Abdi, a ajouté que de telles opérations seront soutenues contre les terroristes d'Al-Shabaab dans le Bas-Djouba et dans d'autres régions du pays. Les forces gouvernementales ont en effet intensifié les actions contre les militants du groupe terroriste affilié à Al-Qaïda dans le centre et le sud de la Somalie. Malgré l'interdiction de manifester émise par les autorités suisses, plus d'une centaine de Camerounais protestaient samedi 17 juillet sous bonne garde contre la présence du président Paul Biya à Genève. Les forces de l'ordre suisses ont pu éviter des violences telles que celles observées lors du séjour du président Paul Biya à Genève en 2019. La délégation présidentielle du Cameroun présente à Genève a appelé à la fraternité et à la paix. Nathalie Mo. La décision des autorités suisses d'interdire toute manifestation contre la présence du président du Cameroun sur son territoire s'est traduite ce samedi 17 juillet par un déploiement dissuasif des forces de l'ordre dans les rues de Genève et l'interpellation autoritaire de manifestants ayant bravé l'interdiction. Très impliqués au plus haut niveau entre les parties dans la médiation sur les conflits qui minent les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les autorités suisses ont noté la volonté déterminante de l'État du Cameroun à établir un dialogue solide avec toutes les parties prenantes et la diaspora pour restaurer la paix sur le territoire. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan diplomatique et même sur le plan économique, la Suisse et le Cameroun entretiennent des diverses relations, du moins des relations foisonnantes, consensuelles et des relations qui mettent les deux États dans une situation partenariale dans plusieurs domaines. Alors, prendre une décision pour ainsi préserver la qualité de ces relations plurielles, politiques, économiques et diplomatiques, va dans le sens de la préservation de ses intérêts et de la qualité des relations entre les deux États. Cette volonté des autorités de la Suisse et du Cameroun a été confirmée par un communiqué officiel publié le vendredi 16 juillet 2021 dans lequel le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, Samuel Mvondo Ayolo, a confirmé qu'après des échanges avec les autorités suisses dans le respect des bonnes relations de coopération qui régissent les deux pays, une interdiction de manifestation contre le séjour privé du président Paul Biya a été confirmée. Par cette action diplomatique, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, Samuel Mvondo Ayolo, veut affirmer au Cameroun et à la communauté internationale l'engagement du président Paul Biya pour l'appropriation de son message de paix et de fraternisation par tous les citoyens sur le territoire national ou dans la diaspora. Symbole de cet engagement mutuel des autorités suisses à la démarche de leurs homologues du Cameroun, à la veille du séjour du président Paul Biya, les deux pays ont ratifié un accord exemptant les Camerounais porteurs de passeports diplomatiques de visa pour entrer en Suisse. Je crois que cela correspond davantage à un message destiné à l'ensemble des composantes de la population ou de la nation camerounaise pour leur demander un peu d'abandonner cette voie d'aventure qui, on le sait, ne peut pas amener ce pays à se construire, ça il faut le dire de manière clairement. Et maintenant, quant à la communauté internationale, le message ici consiste à prendre à témoin l'ensemble des pays de la communauté internationale de cette tendance à la violence, de cette tendance à l'extrémisme contre les individus, mais aussi contre les institutions et notamment l'institution suprême de la République qui a été élue par tous
les Camerounais dans leur majorité, à savoir le président de la République du Cameroun. Ainsi, la démarche officielle des autorités du Cameroun pour le respect des institutions de la République sur le sol suisse marque une nouvelle étape dans la quête de solutions pacifiques sur les règlements des conflits au Cameroun. Si le gouvernement camerounais, par une sortie officielle, a réitéré son attachement au respect des institutions de la République, il a cette fois-ci été rejoint par plusieurs partis d'opposition qui se sont officiellement désolidarisés de ces actions en territoire suisse contre le président de la République du Cameroun. Une démarche consensuelle qui doit résolument engager tous les acteurs vers un dialogue dans un cadre légal et républicain. Le bilan s'alourdit en Afrique du Sud. Le nombre de morts est passé à 212 le 16 juillet sur fond de violentes manifestations et de pillages. Selon le ministre par intérim de la présidence, 180 personnes sont mortes dans la province du KwaZulu-Natal et 32 dans la province de Gauteng qui comprend Johannesburg, la plus grande ville du pays. Le point avec Marine Tolo. L'Afrique du Sud perd 212 citoyens suite à des émeutes caractérisées par des pillages et des violences. Ces émeutes se sont tenues tout au long de la semaine du 12 juillet 2021 dans le pays. Elles ont été déclenchées après l'annonce des autorités judiciaires d'incarcérer Jacob Zuma pour outrage à la justice selon des observateurs. L'arrestation de Jacob Zuma a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le mal sud-africain reste très profond. Une nation arc-en-ciel marquée par les inégalités sociales. Au-delà de l'arrestation de Jacob Zuma, qui incarne aujourd'hui une icône de la lutte anti-apartheid, car aujourd'hui, ce qui est reproché à Jacob Zuma est quasiment le contraire de ce que dispose comme valeur politique et éthique morale Cyril Ramaphosa. Car Jacob Zuma était beaucoup proche du peuple, car depuis l'âge de 15 ans, il avait sacrifié toute sa jeunesse et toute sa vie dans le cadre de la lutte contre le colonisateur africaner. Pour les causes de ces danses macabres, plusieurs membres du gouvernement accusent les partisans de Jacob Zuma d'avoir incité la communauté zoulou à laquelle appartient l'ex-président incarcéré. Pour le président Cyril Ramaphosa, ces troubles ont été planifiés et organisés. Donc important aujourd'hui de pouvoir avoir un accord politique en apportant une solution politique à cette situation. Déjà, la Cour constitutionnelle sud-africaine doit pouvoir se prononcer sur l'incarcération ou notamment l'opportunité d'accorder une liberté provisoire à Jacob Zuma. Donc important aujourd'hui que l'homme politique qui incarne Cyril Ramaphosa, s'il veut incarner la cohésion de la nation arc-en-ciel, de pouvoir véritablement s'interférer dans le domaine judiciaire, ce qui reste contre l'éthique politique, mais c'est une urgence d'ordre social et même économique. Afin de contrecarrer ces émeutes qui tendent à déstabiliser le pays, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé la mobilisation de 25 000 soldats pour assurer l'ordre. Les autorités sanitaires craignent par ailleurs le nombre de personnes ayant été contaminées au Covid-19 durant cette bataille, alors que le pays fait déjà face à une troisième vague de contamination difficile à contenir. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est convaincu. L'augmentation du nombre de soldats de la MINUSMA déployés au Mali depuis 2013 est plus que jamais nécessaire. Il propose un renforcement des troupes onusiennes d'au moins 2000 casques bleus supplémentaires afin de contenir la menace terroriste qui ne cesse de s'étendre au Mali. Aïssa Toubari. La mission de maintien de la paix au Mali pourrait voir son effectif augmenter de 2069 casques bleus. Cette recommandation a été formulée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un rapport remis au Conseil de sécurité le 15 juillet 2021. Une demande qui intervient alors que la France a annoncé la fin de l'opération Barkhane sur le territoire malien. La proposition du chef de la MINUSMA consistant à augmenter les troupes de 2000 casques bleus n'est absolument pas le fruit du hasard. J'estime effectivement qu'il prend acte et tire les conséquences vraiment de la décision du président français de changer la stratégie de la France au Sahel et surtout avec la réduction des effectifs de Barkhane. Qu'il est en train d'anticiper d'une certaine manière pour éviter effectivement un vide et puis pour éviter également que la dégradation de la situation sécuritaire n'empire au Mali. Dans les détails, le chef de l'ONU réclame un déploiement additionnel incluant 1730 militaires et 339 policiers. Le renforcement de la MINUSMA devrait inclure une dizaine d'hélicoptères.
Une augmentation qui porterait la taille autorisée de la mission à 17 278 personnes, soit la plus importante depuis sa création en 2013. Cette proposition vise à étendre de manière intégrée la portée et la mobilité des opérations de la MINUSMA, en tenant compte notamment de la sécurité du personnel, des capacités d'absorption de la mission et la nécessité de coupler des effectifs supplémentaires de troupes et de police avec une stratégie de stabilisation dans le centre. Mais la proposition intervient alors que les forces maliennes se retirent de plus en plus des endroits où les attaques s'intensifient et où elle a subi de lourdes pertes. Le 25 juin, 6 soldats maliens ont perdu la vie et 15 casques bleus ont été blessés à Gao dans une attaque à la voiture piégée. Toujours dans l'actualité, l'Éthiopie déclare que le deuxième remplissage du grand barrage de la Renaissance est terminé. Une étape importante dans le projet controversé d'hydroélectricité du Nil bleu, susceptible de provoquer la colère de l'Égypte et du Soudan qui s'opposent depuis longtemps à ce projet. Les deux pays qui dépendent également des eaux du Nil craignent que l'infrastructure menace leur approvisionnement en eau. Le Caire et Khartoum ont appelé un accord juridique contraignant avant le début des opérations de barrage, mais les tentatives de médiation avec Addis Abeba ont échoué. Les experts craignent une escalade des tensions suite à cette annonce. Faire du Sénégal un centre de référence de services miniers en Afrique de l'Ouest, c'est le défi que s'est lancé le gouvernement sénégalais pour le relever. Un projet dénommé Hub minier régional a été initié. Les autorités entendent bâtir un écosystème qui assure la disponibilité des équipements, des services et des ressources humaines qualifiées pour l'exploitation du secteur extractif de la sous-région. Les précisions de Philomentine. Le Sénégal ambitionne de devenir d'ici à 10 ans un pays minier à travers la mise en œuvre d'une stratégie de pleine exploitation des ressources minières. Dans cette optique, le gouvernement est en passe de concrétiser un projet hub minier régional en 2022 qui affiche l'ambition du pays de devenir le centre de référence de services miniers en Afrique de l'Ouest. Il est toujours bon dans un pays qu'un gouvernement ait une vision à long terme en termes d'investissement, surtout des investissements qui sont structurants, c'est-à-dire que ce sont des investissements qui vont permettre au pays de faire un bond en avant dans un secteur, et le projet Hub minier régional s'inscrit parfaitement dans une vision à long terme. Le développement économique ne se fait pas au jour le jour, il se fait sur du long terme. L'opérationnalisation de cette ambition stratégique est articulée autour de 3 composantes telles que le hub de services intégrant une sous-traitance opérationnelle, les matériaux de base, des laboratoires d'analyse, le hub logistique avec des centres de distribution offrant et stockant des consommables, pièces de recharge et des équipements, et le hub académique avec la création de centres de formation de techniciens et ingénieurs miniers et d'écoles spécialisées pour opérateurs miniers, entre autres. Il faudrait aussi qu'il y ait une transformation de ces produits miniers sur le territoire sénégalais. Parce que la valeur ajoutée des matières premières n'est pas dans son exploitation et dans son exportation, mais il est dans sa transformation sur place, en produit fini ou en produit semi-fini. Et là, à partir de là, vous pouvez commencer à engranger des ressources financières très très importantes. Et c'est véritablement là que se fait le gain. Le projet Hub minier régional du Sénégal requiert la construction d'une plateforme ou village minier, un dispositif qui va contribuer à la création d'emplois et au développement du contenu local, estiment les autorités. Au Gabon, une nouvelle taxe entre en vigueur le 27 juillet prochain. La taxe redevance passager sera directement prélevée à la source. Les compagnies aériennes gabonaises et les sociétés émettrices de billets d'avion devront désormais déduire une certaine somme par passager selon les durées de vol. Les détails avec Marine Tolo. Au Gabon, les compagnies aériennes et les sociétés émettrices de billets d'avion devront dorénavant s'acquitter d'une nouvelle taxe dénommée redevance passager. Cette nouvelle forme de taxe est collectée lors de la vente des billets d'avion auprès des passagers des vols commerciaux à destination ou en partance du Gabon.
Pour cette année, le Gabon envisage maintenant aménager l'aéroport Léomba de Libreville. Et pour cela, il regarde donc, le gouvernement a regardé à gauche, à droite, n'a pas trouvé des financements, a estimé donc que c'est le consommateur final qui devait le faire. Et la démarche qui consiste à instituer donc une redevance passager est proche de ce qu'on a vu en Afrique centrale, mais ça ne s'applique pas de la même façon. Dans un pays comme le Cameroun, par exemple, il y a ce qu'on appelle la taxe aéroportuaire. Si vous voulez faire un vol domestique donc à l'intérieur du Cameroun, vous payez 1000 francs par billet d'avion par passager. Si c'est un vol à l'international, vous payez 10 000 francs. Et pour le cas du Gabon maintenant, c'est un peu au-dessus de cela. Selon ce communiqué, le gouvernement gabonais a décidé d'appliquer la redevance passager pour contribuer au financement du projet d'aménagement de l'aéroport international Léomba de Libreville et ses environs. D'après les lignes instructives de la nouvelle taxe, pour les vols d'une durée excédant de 2 heures, les redevances sont fixées à 32 798 francs CFA par passager en classe économique, 39 357 francs CFA en classe d'affaires et 65 596 francs CFA en première classe. Quant au vol de moins de 2 heures, les redevances sont fixées à 26 239 francs CFA par passager en classe économique, 32 798 francs CFA en classe d'affaires et 42 638 francs CFA en première classe. C'est une démarche pour le Gabon de chercher des financements pour pouvoir aménager et étendre l'embarcadère, l'aérogare, la plateforme de transport des passagers, Léomba, l'aéroport Léomba de Libreville. Si effectivement cet argent est mobilisé pour cette cause, vraiment c'est encouragé. Notons que l'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation fiscale fait suite à l'arrêté signé le 27 avril dernier par les ministres de l'économie et de la relance Nicole Janine Robotimbo et celui des transports Brice Constant Payat. La taxe prendra par ailleurs effet dès le 27 juillet 2021. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur